Eh bien, bonjour tout le monde. Je m'appelle Monsieur Fa et comme vous, je suis un professeur de français. On m'a demandé aujourd'hui de vous présenter une partie de mon cours qui s'intitule « Comment entraîner le lèvre dans la poursuite de ses études ». Ce sera donc une petite circonférence qui fera le tour de la question. Et vous allez voir, hein, les circonférences, c'est mon rayon. Bon. Pour entraîner le lèvre à poursuivre ses études, il faut tout d'abord le forcer à courir. Avec discipline, vous l'envoyez dans la piste d'apprentissage, tout autour de l'école, on appelle ça la pistémologie. Et vous le forcez à courir dans les couloirs, d'un cours à l'autre et d'une classe à l'autre. Vous, les professeurs, vous lui préparez un plan de course pour sa session d'entraînement. Une course rigoureuse, hein? Avec du contenu, une course de fond, quoi. Parce que le lèvre, lui, au fond, il court pour la forme. Après 12 ans de course jusqu'au collégial, il a compris que l'école, c'est comme une chaussure. C'est à prendre ou à lasser. Mais peu importe. Et peu importe vos approches podologiques, l'important, c'est que le lèvre soit bien lassé de la chaussure. On ne veut pas qu'il lasse l'école quand même. Pardon? Qu'est-ce qu'on fait si le lèvre ne trouve pas chaussure à son pied ou si, pire encore, il veut courir en chaussettes? Alors là, c'est tant pis. Rigueur, rigueur, rigueur. Ici, on ne fait pas de nivellement par le bas. Ah non, il faut que tout soit bien cordonnier. Si on veut que le niveau s'élève, on ne peut pas laisser le lèvre monter en bas. Oui, bon, je le sais, hein, il y en a certains lèvres qui disent qu'ils peuvent arriver quand même à la bonne note parce qu'ils ont l'orteil musical, mais ce n'est pas une raison pour accepter le bas de gamme. Ah non, vous le savez, hein, à l'école, tout le monde doit courir dans le même couloir, à la même vitesse, avec la même chaussure, dans la même course d'école. Et notamment parce que la course, c'est une épreuve uniforme. Alors, laissez-moi vous montrer comment on fait ça. Alors, tout d'abord, pour lui pousser dans le dos un peu à le lèvre, il faut le faire avancer à coups de poing. Si. Il faut mériter ses points si on veut taper du sang. Et ça prend un certain nombre de points de suture générale pour avoir une bonne note. Je vous explique un peu parce que les notes, c'est compliqué. Hein? Il y a un système de pointure au collégial. Il faut 60 points pour faire une note et 25 notes pour faire une cote. Et dites-lui au lèvre qu'il a toute une cote à remonter s'il veut arriver jusqu'à la dernière classe. La classe sociale. Ça fait partie de l'argumenterie dont vous pouvez vous servir pour le convaincre. Dites-lui que la classe d'en dessous a déçu, mais que la classe d'au-dessus a des sous. Et comme les bons emplois, ça ne court pas les rues, il est mieux de se mettre à les rattraper, ses études, s'il ne veut pas se retrouver à courir après une job au Wall Marathon. Alors ça, c'est la marche à suivre pour le lèvre modèle. Hein, avec un temps de passage passable, il pourra décrocher son diplôme et avec celui-ci, le dernier point important de son parcours académique, le point de non-retour. Avec ça, il pourra quitter la piste et changer de stade. Ensuite, libre à lui d'aller courir après les honneurs ou de s'occuper des affaires courantes. L'important, c'est que il pourra enfin se reposer un peu et aller faire ses courses au marché. Mais pour le lèvre inférieur, alors là, c'est pas couru d'avance, hein? Parce que comme le lèvre, c'est pas un mordu de la langue, il en bave un coup. Ah oui, déjà, hein, à mi-parcours, il est épuisé. Il a la langue comme ça qui traîne par terre, dans la boue. Et à force de la traîner dans la boue, sa langue, eh bien, elle devient une langue anglaise.
On appelle ça le boulinguisme. Si, quand la langue française devient anglaise, ben c'est souvent qu'elle a manqué un peu de sculpture générale. Et c'est là que vous et moi, les pros-farceurs, on entre en jeu. Hein. Il faut mettre la main à la pâte pour resculpter le mal. Parce que je vous connais bien, hein, vous, les pros-farceurs. Vous êtes comme des cruches pleines de connaissances, des sortes de vases communicants desquels on aimerait bien que le lait vienne s'abreuver comme des récipiendaires. Ah mon Dieu, ce qu'on aimerait pouvoir déverser nos compétences transversables et le remplir, le lèvre comme une gourde jusqu'au ras-le-bol. Mais vous le savez, hein, ça ne marche pas. Même si pour nous, ce n'est pas la grammaire à boire. Comme on dit, le lèvre, on peut l'amener à la fontaine, mais on ne peut pas le forcer à boire, ni à parler. Parce que, contrairement aux autres gens, il n'est pas très affable de la fontaine, hein, le lèvre. Dans son cas, l'école, c'est plutôt le lèvre et la torture. C'est pas de sa faute. Il est juste pas capable, pas coupable de suivre le rythme. Il n'a peut-être pas les capacités, c'est tout. Il a beau essayer de se dépasser, à la fin, c'est la torture qui le dépasse complètement. Ses chances de finir la course sont si petites qu'on peut les compter sur les doigts d'un nain. Or, ironiquement, c'est quand il arrête de courir, le lèvre, qu'il court à sa perte. Ah ben oui, quand il arrête et qu'il quitte la piste pour aller vers le centre, c'est là qu'on sait qu'il a besoin d'aide. Ah oui, quand il quitte vers le centre, on appelle ça le dépistage. Ah, il tente d'aller au centre parce que voilà plusieurs années qu'on lui dit que le lèvre doit être au centre de son apprentissage. Alors tout le monde lui dit « Vas-y au centre, vas-y au centre !» Mais lui, il en a plein le caf de tourner en rond, hein? Quand le lèvre, il vise le centre et il rate, c'est une autre indication. Ah oui, parce que c'est ceux qui ont mal visé qui doivent reviser. Mais c'est pas si simple, hein, parce que souvent, le lèvre, surtout quand c'est sa première fois, il ne veut pas y aller au centre. Hein, il a peur. Le caf, ça lui donne le cafard. Il a peur que vous soyez des cafetêtes ou des cafecus ou des cafecouilles. Toute la cafetière y passe, hein? Mais ce qu'il craint le plus, c'est de cafouiller devant les gardiens de la langue. Ah oui, parce qu'il sait que vous et moi, hein, la langue française, nous l'apprisons. Mais pour lui, la langue, c'est stressant. Hein? C'est comme le centre des tensions, avec des grilles de correction aux vitres et des travaux forcés. C'est comme un centre de rééducation qui met les barreaux. Hein, il a peur qu'on le jette au trou, il a peur de tomber dans un cratère d'évaluation. Mais ce qu'il y redoute le plus, c'est de retrouver le même genre de pro-farceur frigoureux qui l'a amené là, justement, hein, comme Monsieur Sévère, c'est tout, Madame Riche de la langue, qui le persévère avec des anorthographes dans le grammastical, qui veulent le subordonner, qui le traitent de tous les noms communs ou malpropres, qui lui prêtent des prépositions indécentes et qui l'accusent même d'avoir des relations textuelles non concentrées. Ah, ils le heurtent, hein, avec leurs points interrogatoires. Ils le pointillent de points de ponctuation, de points d'excrémation, de points de suspendaison. On lui fait des reproches en participe passé. On lui dit qu'il est trop lent alors qu'eux sont démonstratifs. Il est chavirgulé, le lèvre. Il est conjugulé. On lui compressionne la langue et on l'ulcère dans les taux de réussite. Et quand elle est bien maîtrisée, la langue du lèvre, eh bien, on lui fait une dernière interjection létale. Ah! Alors non, hein. Il ne veut pas y aller dans un centre comme ça. Ah! Vaut mieux décrocher. Un centre qui offre que des services correctionnels,
Lui, sa réponse est invariable, il n'est pas d'accord. Mais non, hein. Nous, on le rassure, on lui dit, on le corrige, non, on le rassure, on lui dit, c'est pas comme ça, hein, dans notre centre au CAF, c'est mieux. Ah oui, avec les tuteurs, là, le lèvre, il sera le centre d'attention. Ah, tout le monde est à l'écoute ici, il y a des moniteurs partout. Hein. Et s'il insiste un peu, le lèvre, eh bien, nous, on lui trouve un insistant. Ah oui, universitaire, hein? Ça, ce sont des spécialistes. Ils font de l'insistance auprès de personnes en danger. Si le lèvre se désiste ou si on a peur qu'il décroche, eh bien, tout de suite, hein, l'insistant, il l'appelle au téléphone. Et là, il espère qu'il décroche. Mais s'il décroche, eh bien, il insiste pour qu'il raccroche. Et bien souvent, ça fonctionne. Il insiste tant, l'insistant, que le lèvre lui raccroche au nez. Et voilà, mission accomplie, un lèvre de moins qui vivra au crochet de la société. Mais j'y pense. Est-ce qu'il y en a des insistants ici, assis dans l'assistance? Non? Eh bien, je les félicite quand même. Ah oui, là-bas, bravo! Bravo! Vous faites un travail incroyable. Et avec les pros-farceurs ici présents, les moniteurs, les tuteurs, eh bien, vous avez battu des records d'insistance depuis 30 ans. Alors, bravo, hein? On s'applaudit. Mais une fois qu'on l'a convaincu d'aller au centre, le lèvre, encore faut-il qu'il le trouve. Saviez-vous que le cégep est la seule forme géométrique au monde qui contient plusieurs centres? Si, c'est la raison pour laquelle le lèvre a de la misère à le trouver. Hein? On pourrait croire que le centre, il est au milieu de l'éducation. Eh bien non. Ici, par exemple, en français, le centre, il est dans le coin. Entre le raccoin et le petit coin. Et ça, c'est une tendance dans tout le réseau. Hein. Le milieu de l'éducation, souvent, il est tassé dans les coins. Et comme la première chose que nos têtes dirigeables coupent, ce sont les coins ronds, eh bien, on se retrouve avec des centres qui n'ont plus un rond. Mais là, je m'arrête, je vais m'emporter. Hein. Mais donc, ce que je disais, pour résumer, ce qui était important, c'est que le lèvre sorte de son coin et qu'il aille au centre, et qu'ensuite, il ressorte du centre avec un sourire en coin, ou au coin des lèvres. Ah oui, parce que bien souvent, après avoir pris les bouchées doubles en langue, le lèvre, il ressort du centre et il nous embouche un coin. Ah oui, parce que grâce à vos conseils qu'il a suivis à la lettre, le voilà qu'il se remet à courir et qu'il retourne sur la piste et qu'il se rend jusqu'au pied de la lettre. C'est un miracle! Alors que lui, au début, il coulait au fond de la classe. Là, il remonte le contre-courant et regardez, il marche sur l'eau. Il avance. Oui, il est rendu sur l'utopiste, hein, je le sais. Mais il avance quand même et il court si vite qu'on le dirait qu'il est rendu sur l'eau courante. Grâce au centre, grâce à vous, il est possible pour lui maintenant de naviguer les eaux troubles et les hauteurs. Le voilà qui délaisse les coureurs et qui s'engagent dans les courants. Et c'est là que son voyage, son véritable voyage avait commencé. Il avait tout d'abord, puis bâbord et tribord, divagué allègrement à travers les écueils de poèmes. Il avait navigué tout autour des récifs de voyage. Il avait théâtre, de plonger dans le théâtre, et ses découvertes littorales l'avaient rendu romantique. Bon, même s'il était mal armé pour affronter la tempête de Shakespeare, il avait trouvé l'eau merveilleuse et les marins beaux. Et quand l'eau rageait en lui, il montait dans les hauteurs sur sa courte échelle et il faisait la vigie comme un Virgile du haut du mât, fils, et de sa haute voile. Et du haut de ces eaux-là, il admirait. Ah oui, il admirait la berge, et l'autre est en amont qui coulait des hautes montagnes pour descendre jusqu'aux racines des prés verts. Oh oui, il admirait.
Ici, les corneilles qui becquettent. Là-bas, les albatros qui voltèrent. Un peu plus loin, l'écume des jours qui mussait. Et regardez au fond là-bas, les blanchots qui beau marchaient sur la banquise aux environs des poissons des chenozes. Il se rappelait très bien de la nélligante jeune fille qui l'avait fait trembler dans ce beau lieu en lui faisant du charme. Et pour la première fois de sa courte vie, il était en contemplation devant les travailleurs de la mer, Victor, Hugo et Céline, qui passaient du belé, de la moppe sur le pont, leurs vieilles sandales aux pieds, à la Proust du vaisseau d'or, dans son voyage au bout de la nuit. Et c'est dans cet océan fait d'eau et de vent, sur cette mer rimée et prospère, que le Lèvre avait fait une découverte merveilleuse. Il avait découvert une île mystérieuse, une île au trésor de la langue française. Vous la connaissez. Je parle bien sûr de littérature. Mais pour lui, ce n'était pas une île disserte, toute pleine de penses bêtes, sauvages, technocritiques et méthodorifiques. Il n'était pas allé là pour se casser la tête chercheuse avec tout un arsenal banalistique, ah non. En lui, s'était laissé porter par les courants et par la nouvelle vague. Finalement, quand il revient de son voyage des quatre coins de la page, le Lèvre, et qu'il nous explique ce qui l'a transporté vers ses études, il ne nomme pas la pro-farceur qui l'a lancé dans la chasse aux poings cardinaux. Il ne nomme pas non plus le pro-farceur qui l'a embarqué à toute allure et littérairement dans un avion à rédaction, ah non. Le nom de ceux et celles qu'il a sur le bout de la langue, ce sont les noms des pro-farceurs qui l'ont fait dévier, qui l'ont fait dériver, tout doucement et sans encre, vers un bateau-livre. Merci.